Les nouveaux dirigeants de l'Iran s'est adressé à Donald Trump avec une proposition de reprise des négociations. Leur défense anti-aérienne est détruite, a déclaré Donald Trump. La direction a été tuée, leur aviation militaire, leurs flottes sont complètement détruites. Et soudain, ils veulent reprendre les négociations ? Il est déjà trop tard, a déclaré hier le président des États-Unis d'Amérique. Cette nuit, Israël a fait exploser le bâtiment du Conseil de sécurité nationale de l'Iran et le bureau du président iranien. Les États-Unis ont attaqué plusieurs écoles d'officiers du corps et d'autres installations militaires. Les drones israéliens patrouillent librement les fortifications côtières et commencent à pénétrer à l'intérieur du pays, où, dès qu'un silo s'ouvre et qu'un lancement de missiles se prépare, un drone kamikaze attaque et fait exploser le lanceur. Des vidéos circulent à travers l'Iran. Les gardes iraniens, du corps des gardiens de la révolution islamique, s'enfuient l'enfer loin du silo dès qu'ils entendent le bruit d'un drone approchant. Du côté des États-Unis, il y a eu des pertes. 3 F-15 ont été abattus au-dessus du Koweït. Ils ont été pris pour des appareils iraniens et abattus par des missiles américains. Tous les pilotes se sont éjectés. 5 militaires ont été tués et environ 20 militaires et civils ont été blessés. Un peu plus tard, je vous montrerai la différence entre l'Irak et l'Ukraine et entre les États-Unis et la Russie. L'Iran a commis une énorme erreur. Les pays sunnites comprenant que leur population serait indignée s'ils attaquaient des musulmans aux côtés d'Israël et des États-Unis. Mais l'Iran a commencé à tirer sur l'Arabie saoudite, le Qatar, le Bahreïn. Et les gouvernements ont présenté leur intention d'entrer en guerre comme une réponse à l'attaque du voisin perfide, l'Iran. Il vient de se passer au Moyen-Orient quelque chose que les soi-disant experts nous assuraient être impossible. Le Qatar est l'un des pays les plus riches de la planète, un allié militaire essentiel des États-Unis dans le Golfe Persique. Un État qui, pendant de nombreuses années, a tenté de jouer les médiateurs entre l'Iran et l'Occident, vient tout juste de lancer des frappes offensives contre l'Iran et ils ne sont pas seuls. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït, Bahreïn, toute la région du Golfe Persique se mobilisent en ce moment même. Le Qatar, qui a financé des terroristes palestiniens et des troubles d'ailleurs dans les universités des États-Unis d'Amérique, était un ami de l'Iran, un médiateur entre les mollahs, les États-Unis et l'Europe. Ce même Qatar, avec l'Arabie saoudite et d'autres, a attaqué l'Iran. Pas encore à l'intérieur de l'Iran, seulement leurs forces aériennes, leurs missiles, leurs drones. C'est toujours la même équipe d'ailleurs qui a investi des billions. Des billions investis dans des projets technologiques aux États-Unis. Et en donnant de l'argent à Trump pour investir dans Trump, ils disent pour parler poliment, là où est tout mon argent, là est ma famille. C'est bien ça, non? Pour eux, l'Iran est soit un ennemi, soit un voisin gênant, soit un obstacle à une vie paisible et très confortable. Ils ont tout, absolument tout. Je parle bien sûr des dirigeants, pas de ceux qui prennent les décisions, ceux qui commandent. L'Iran sème toujours le trouble. Ils menacent tout le temps. Ils sont constamment inquiets qu'il envoie quelqu'un faire exploser, agir, capturer quelque chose là-bas. Et il est temps de le livrer. Au lieu de l'Iran des ayatollahs, l'Iran pourrait peut-être devenir la Perse laïque, une Perse séculière. Ensemble avec les sunnites et Israël, ils pourraient en former une alliance très puissante, ou, à la manière de Trump, un protectorat, avec une absence totale de guerre et de conflits à l'intérieur de la région. Les accords d'Abraham, qui avaient commencé comme une poignée de main diplomatique, viennent tout juste de se transformer en une véritable alliance militaire. Et je vais vous montrer pourquoi cela pourrait être la transformation géopolitique la plus importante de notre vie. Des sources diplomatiques occidentales de haut rang ont confirmé que le Qatar a frappé le territoire iranien au cours des dernières 24 heures. La chaîne israélienne 12 en a parlé la première, puis un porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères l'a en substance confirmé. Ceci est une mesure de riposte aux actions de l'Iran depuis samedi. L'Iran a lancé 3 missiles de croisière, 101 missiles balistiques et 39 drones kamikazes sur le territoire du Qatar. La nouvelle direction de l'Iran a fait ce que l'ancienne direction, éliminée par Israël depuis les États-Unis, n'aurait jamais fait. De détracteurs et pour ainsi dire voisins un peu offensés, ils ont transformé les États voisins, les États sunnites, en ennemis. Et ils leur ont laissé les mains libres.
C'est assez étonnant étant donné que le Qatar a pris tant de risques pour l'Iran, n'est-ce pas? Al Jazeera est basé au Qatar. Ils ont accueilli le bureau politique du Hamas. Ils maintiennent des canaux de communication ouverts avec Téhéran. Ils se présentent comme, un médiateur indispensable dans toute crise au Moyen-Orient. Mais maintenant, ils n'ont plus d'autre choix que d'entrer dans cette guerre, mais du côté des États-Unis. Et ce qui est frappant d'Israël, ce qui aurait été totalement impensable il n'y a pas si longtemps, il est largement rapporté que le Qatar a effectivement frappé le territoire iranien. Les détails exacts de la frappe n'ont pas encore été rendus publics au moment de cette vidéo. C'est une occasion exceptionnelle de transformer cette alliance militaire temporaire en une alliance commerciale plus durable. Pour l'instant, le Qatar garde le silence sur ses interactions avec Israël. Il nie encore toute coordination ou lien. Les Émirats abattent des missiles et des drones iraniens. Bahreïn coordonne ses actions avec les États-Unis, ce qui signifie aussi avec Israël. Le Koweït, Oman, la Jordanie et Bahreïn abattent des avions et des missiles iraniens. Le Liban a annoncé l'interdiction pour le Hezbollah de frapper Israël depuis son territoire. Il essaie de désarmer le Hezbollah. Bien sûr, ils ne pourront pas le faire eux-mêmes. Ils sont trop faibles pour cela. Mais avec l'aide d'Israël, ils pourront peut-être se débarrasser de cette organisation qui terrorise le pays. Elle terrorise Israël, mais à l'intérieur du Liban, elle fait 100 fois plus. Un peu plus tard, je vous parlerai d'ailleurs du rôle de la Chine dans la poussée vers la guerre en Iran. Oui, poussée vers la guerre en Iran. Tout ce qui se passe dans cette région est encore loin de la coopération et de la reconnaissance totale d'Israël. Enfin, par ces pays, je veux dire. Mais c'est déjà une alliance. C'est-à-dire un début qui peut évoluer vers un règlement pacifique dans la région. En fait, en ce moment, il se passe beaucoup de choses positives. Tout a commencé avec la Chine. Voyons comment cet abcès, je veux dire l'Iran, le Venezuela, Cuba, la Russie, a mûri et a éclaté. Tout a commencé lorsque la Chine a interdit à tous les fournisseurs de terres rares de les vendre aux États-Unis et à nos alliés. La Chine, détient pratiquement le monopole mondial des terres rares. Elle participe à leur production, traitement et transformation, je ne sais pas exactement le terme. Le même jour, quand cela est devenu connu, Donald Trump a dit « Alors nous allons les couper du pétrole ». L'approvisionnement principal en pétrole vers la Chine venait de Russie, du Venezuela et d'Iran. La Chine recevait n'importe quelle quantité et en plus à bas prix. Pourquoi ? Parce que ces pays étaient sous sanctions et que tous les autres craignaient de leur acheter. Mais la Chine, elle, n'a pas peur des sanctions américaines. Et donc elle disait « Je peux acheter chez vous, je peux acheter ailleurs, mais si, disons, vous me faites une remise, alors comme on dit, j'achèterai chez vous. » À part la Chine et peut-être l'Inde, il n'a pas d'acheteurs sérieux. De plus, l'Inde achetait aussi pour raffiner, puis revendait à l'Europe qui faisait semblant de ne pas savoir d'où venait le pétrole. Deux fournisseurs, le Venezuela et l'Iran, disons, ne se comportaient pas très positivement, de façon plutôt agressive envers les États-Unis d'Amérique. Le Venezuela protégeait les trafiquants de drogue. Et l'Iran déclarait chaque jour, chaque heure, dès qu'ils auront la bombe atomique, ils commenceront immédiatement à détruire Israël et les bases et les intérêts des États-Unis. Tunis. L'Amérique a été obligée de maintenir 50 000 militaires au Moyen-Orient pour protéger ses alliés contre l'agression de l'Iran. De plus, l'Iran finançait le Hezbollah, les Houthis, le Hamas, ainsi qu'un certain nombre de milices chiites en Irak, au Liban et en Syrie. C'est-à-dire que le Venezuela nous exportait de la drogue, tandis que l'Iran exportait le terrorisme. Écoutons donc Larry Kudlow. Il interviewe un assistant, un ancien bien sûr, assistant de Ronald Reagan pour la sécurité nationale. Robert O'Brien, si j'étais la Chine, il me faudrait peut-être reconsidérer beaucoup de choses. Je pars, je quitte le Moyen-Orient, on me repousse d'Amérique du Sud. Je n'irai peut-être pas brandir des armes à propos de la prise de Taïwan en observant les militaires et les services de renseignement américains. Si j'étais la Russie, je ne sais pas si cela influencerait la situation russo-ukrainienne avec cette démonstration de force phénoménale et les renseignements intelligents des militaires américains. Tu changes d'avis et de point de vue. Et après ?
Eh bien, évidemment, vous changez d'avis parce que si vous êtes la Chine sous Biden, ils avançaient, ils étaient actifs dans l'hémisphère occidental, ils construisaient une base au Venezuela, ils obtenaient du pétrole brut vénézuélien sanctionné à bas prix avec une grosse remise. Nous, le monde occidental, payons le prix fort pour le pétrole, tandis qu'eux bénéficiaient d'un tarif réduit grâce au pétrole vénézuélien transporté par le canal de Panama sous leur contrôle. Maintenant, ils ont perdu le contrôle du canal et du Venezuela. Ils sont expulsés de l'hémisphère occidental. Le Moyen-Orient a retenu les troupes américaines pendant 50 ans. Nous y avions beaucoup de soldats à cause de l'Iran. L'Iran part, nous pourrons donc retirer nos troupes. Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et, espérons-le, un Iran démocratique contrôleront le Moyen-Orient. Nous n'aurons plus besoin d'y être en aussi grand nombre que nous le sommes actuellement. Ces troupes iront dans l'hémisphère occidental et elles iront dans la région Indo-Pacifique où elles feront face à la Chine. La Chine recevait du pétrole iranien à prix réduit grâce à la flotte fantôme. Ils vont perdre ce pétrole bon marché. Ils peuvent acheter du pétrole. Le président Trump a dit « Regardez, nous allons vous vendre du pétrole vénézuélien. Nous allons vous vendre du pétrole iranien. » Payez le prix fort. Exactement, à 100%. Chez nous, on force sans cesse. Nous sommes autosuffisants. Les Chinois peuvent jouer sur les terres rares pour tenter de nous isoler, mais maintenant, nous avons du pétrole. Donc, vous savez, ils devront jouer selon nos règles. Personne ne comprend mieux la politique pétrolière mondiale que Donald Trump. Personne. L'économie et la politique sont étroitement liées. Et la guerre, c'est la continuation de la politique lorsque la persuasion ne peut pas obtenir ce que vous voulez, quand tout est épuisé. Et la politique, c'est toujours le développement de l'économie. Et en Iran, la religion entrave l'économie. C'est la raison pour laquelle elle disparaîtra. C'est une réussite, c'est une rage grandiose. Est-ce que cela influencera la guerre russo-ukrainienne? Vladimir Poutine va-t-il se raviser? Comprendra-t-il comment cela vous paraît maintenant? Votre dernier mot, s'il vous plaît. Plus aucun drone ni missile balistique iranien pour la Russie, ce qui impactera immédiatement la guerre. Vladimir Poutine observe le changement de l'équilibre mondial. Il observe comment le Venezuela, probablement Cuba, probablement l'Iran, quittent son orbite. Il va devoir négocier. Brian pense que ce qui se passe en Iran va pousser la Chine à réfléchir sérieusement à sa politique économique et à ses revendications sur Taïwan. Et la Russie doit commencer à réduire ses exigences et conclure un accord sur l'Ukraine. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec lui à 100% parce que pour l'instant, le Kremlin n'a pas encore obtenu quelque chose qu'il puisse appeler une victoire. Une victoire pour ainsi dire, pour se précipiter vers son peuple et dire « nous avons gagné ». Une victoire, disons, dont il pourrait se vanter dans le monde entier. Il me semble qu'arrêter la guerre leur est contre-indiqué pour le moment, et ce n'est pas avantageux politiquement. Tant que cela ne deviendra pas politiquement avantageux pour le Kremlin, la guerre, du moins de leur point de vue, ne s'arrêtera pas. Et Reagan, votre ancien patron, mon ancien patron, a détruit le communisme. Au XXIe siècle, nous avons eu le djihadisme et nous l'avons eu, et les deux principaux acteurs étaient Daesh, le soi-disant État islamique. Et Donald Trump, lors de son premier mandat, nous étions tous les deux là, le califat, il était aussi grand que tout le Royaume-Uni, en Irak et en Syrie, et nous avons eu Baghdadi, et il a été complètement anéanti. Mais l'autre face de cette médaille était la République islamique d'Iran. Donc il y avait deux choses liées aux djihadistes. Il y avait Daesh et il y avait les gardiens de la révolution et l'Iran. Et maintenant, il détruit la deuxième partie de ce grand bastion djihadiste. Il restera dans l'histoire comme le premier président à avoir remporté 2 guerres. Il a gagné la guerre lors de son premier mandat contre Daesh. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas gagné de guerre. Le président Trump a remporté cette guerre. Nous avons pris tout le califat physique, puis nous avons trouvé Baghdadi, loin derrière les lignes ennemies, et nous l'avons éliminé. Maintenant, il élimine l'ayatollah et va régler la question iranienne, et il a remporté 2 guerres et marquera l'histoire aux côtés de Roosevelt, Reagan et Trump. Ces 3 noms seront cités ensemble. Vous êtes l'une des rares personnes, Larry, à l'avoir prédit dès le début. C'est très aimable, mais je n'ai jamais perdu foi ou confiance envers le président Trump qui a toujours eu une vision claire. Et vous savez, c'est un excellent négociateur, mais si vous ne pouvez pas négocier avec ces gens comme nous ne pouvons pas, vous savez, personne ne peut croire un seul mot que l'Iran dit. Nous l'avons appris à nos dépens. Il a maintenant pris des mesures que ses prédécesseurs n'auraient pas osé prendre. Oui, je reconnais Trump, Reagan et j'inclurai aussi Roosevelt comme les 3 présidents les plus importants et les plus influents des 20e et 21e siècles. Qu'est-ce que tout cela signifie ?
que la guerre aujourd'hui est une lutte de technologie. C'est une compétition pour la capacité d'apporter, d'introduire la science dans l'art de la guerre. Voici comment Zaloujny a parlé de la guerre sur Terre en disant que la technologie a complètement changé la tactique du combat. De la même manière, nous voyons maintenant comment la technologie dans le ciel change tous les calculs et les plans. Et demain, nous n'aurons même plus besoin de pilotes. Ces forteresses volantes vont voler toutes seules, larguer de nombreuses cibles, leur charge mortelle, puis repartir. En chemin, elles n'auront pas besoin de se reposer. Et de la même manière, des robots, des ravitailleurs IA s'approcheront dans les airs et leur permettront de continuer à voler plus loin. Nous n'aurons donc plus besoin de bases, ni d'entretenir des dizaines de milliers de soldats partout dans le monde. Il ne sera pas nécessaire de les nourrir, de leur donner à boire, ou je ne sais pas, de les former. Il ne sera pas nécessaire de montrer comment mener des opérations militaires. Rien de tout cela ne sera nécessaire. Tu as formé une IA, et ensuite elle forme d'autres IA similaires en 1 minute seulement. Comme il est devenu clair aujourd'hui, eh bien, l'IA, oui, l'intelligence artificielle, fera tout cela à notre place, à la vôtre et à la mienne. Certains verront cela comme une chance, d'autres non, mais l'IA le fera bien mieux que nous. Nous en arrivons donc à la différence entre la Russie, qui est entrée en Géorgie avec des chars, puis en Ukraine, et les États-Unis avec le Venezuela et l'Iran, ainsi qu'avec la pression sur Cuba, le Mexique et d'autres pays de la région. D'ailleurs, avez-vous remarqué que tous les pays musulmans sont incroyablement sous-développés, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir beaucoup d'argent provenant des ressources naturelles, mais ils restent sous-développés. La Russie est intervenue avec du matériel terrestre, et comme tout le monde, nous sommes, comme les autres, des pays. Ils prennent le territoire de ces pays. Le changement de politique et de comportement de ces pays. Elle a agi à la fois comme armée, attaquant des cibles militaires, et comme terroriste, s'en prenant aux civils. Une guerre civile contre des pays. Comme d'autres, ils cherchent à briser l'esprit des deux peuples. Des destructions, des meurtres. Les États-Unis n'attaquent jamais intentionnellement la population civile. Israël, par exemple, prévient même la population civile des bombardements et leur donne 4 heures. Il y aura un raid sur ce quartier dans 4 heures, puis à nouveau dans 2 heures. La Russie vise à tuer un maximum de personnes âgées, femmes et enfants. Et l'objectif des États-Unis et d'Israël est de désarmer autant que possible, de détruire le plus d'arsenal militaire possible afin de réprimer la résistance de l'ennemi. Et la dernière différence, les capacités de l'armée américaine sont évaluées et rapportées à la direction politique avec une précision maximale. En Fédération de Russie, on rapporte à la hiérarchie ce que les supérieurs aimeraient entendre. Et celui qui fait le rapport, lui, il veut obtenir soit un grade, soit un cadeau, comme une datcha, un appartement, un Mercedes tout-terrain, ou bien une maîtresse des bains du tsar. Parfois il veut tout, grade, cadeau, maîtresse. Et une dernière chose, l'armée d'Israël et celle des États-Unis sont motivées, tandis que les soldats russes sont étonnamment démotivés pour la guerre, ils ne sont motivés que pour le pillage. Mais pour le pillage, si on leur promet qu'ils vont prendre un village et qu'ils pourront y voler des toilettes, ils le feront facilement et avec grand plaisir. Il y a aussi une différence concernant l'adversaire. En Iran, 20% de la population veulent résister aux États-Unis et à Israël. Et 80% rêvent que les ennemis gagnent le plus vite possible. En Ukraine, 80% voulaient en résister et seulement 20% souhaitaient la victoire, donc des moscovites. Tout cela a conduit au fait qu'en Ukraine, la Russie est déjà embourbée depuis 4 ans, et on ne sait pas encore combien de temps ce massacre va continuer. Et en Iran, aucun soldat américain ou israélien, je ne parle pas de ça maintenant, je parle du renseignement, n'est entré sur le territoire iranien, et très probablement, à part les forces spéciales, n'y entrera pas non plus. Quelles sont les chances pour l'Ukraine de continuer la guerre, encore plusieurs années? S'il trouve en quelqu'un, eh bien, un oncle ou une tante qui sera prêt à dépenser de 50 à 81 milliards de dollars par an, si, comme on dit, l'oncle ou la tante disparaissent, alors, eh bien, 6 mois, peut-être 1 an. Donc après cela, il pourrait en se rendre. Soit les Ukrainiens pourraient venir à manquer, je veux dire ceux capables de se battre, soit ils pourraient en garder pour eux la partie occidentale, disons, du pays.
et organiser, je dirais ainsi, de façon compacte, un État ukrainien indépendant de 25, peut-être 30 millions de personnes et continuer leur culture, leur tradition, continuer d'être, pour ainsi dire, les esclaves de leurs propres oligarques et non de ceux de la Russie. Si l'aiguille du destin penche du côté de la Russie, c'est-à-dire l'esclavage par les siens, qui parlent donc ukrainien, ou l'esclavage par des étrangers, qui parlent la langue russe. En Iran, les issues le sont différentes. Si le pays ne se rend pas, enfin, disons plutôt, si les gardiens de la révolution se rendent, il est fort probable que leur propre peuple, même si les Américains ne les touchent pas, les pendra ensuite aux poteaux et aux arbres, n'est-ce pas? Mais Dieu merci, seulement environ 20% de la population est liée au régime. Donc soit il faudra, pour éviter un bain de sang massif, leur proposer de rester au pouvoir, mais de renoncer, disons, à leurs ambitions nucléaires et autres ambitions militaro-techniques, soit il faudra tous les éliminer, ce qui entraînera des flux de réfugiés vers l'Europe. Ils ne peuvent pas aller dans les pays sunnites, d'abord ils ne seront pas acceptés là-bas, et même s'ils le sont, comme on dit, ils se feront certainement pendre là-bas. Autrement dit, très probablement, il faudra conclure des accords avec le régime et amener l'Iran sur une voie plus pacifique pendant, disons, une dizaine d'années ou plus. Et la direction iranienne peut décider que d'ici là, soit Trump ne sera plus là, soit l'Amérique s'effondrera, je ne sais pas. Et ils pourront récupérer tout ce qu'ils ont perdu, pour ainsi dire. Tout ce qu'ils ont perdu, ils pourront le récupérer ensuite. L'Iran, en tant que territoire, comme l'Ukraine, ne souffrira pas. Et personne ne donnera une partie du territoire aux Kurdes, qui représentent d'ailleurs 7%, et personne ne donnera une partie du territoire aux Azerbaïdjanais ethniques. Ils représentent là-bas un peu plus de 20% de la population, bien que les Turcs et les Azerbaïdjanais seraient très satisfaits d'un tel scénario. L'Iran restera uni, très probablement sous la direction du même groupe qu'actuellement. Bien sûr, les visages changeront, mais à condition d'intégrer au gouvernement des représentants ethniques et de l'opposition. La phase active de la guerre, contrairement à l'Ukraine, se terminera très probablement en 3 ou 4 semaines, disons encore quelques mois, pour régler les accords. Donc d'ici le début de l'été, très probablement, au début de l'été, il y aura en Iran un nouveau gouvernement de transition temporaire, agissant sous l'œil attentif des États-Unis. Et encore 1 an ou 1 an et demi plus tard, pour ainsi dire, il y aura déjà un gouvernement normal. Et l'Iran commencera à discuter avec Israël de la signature des accords d'Abraham, à échanger des ambassadeurs, etc. Ils commenceront une coopération scientifique et technologique. On ne peut rien imaginer de mieux pour ainsi dire, les farcis, pour les Perses. Mais mesdames et messieurs, les plans sont faits pour être bouleversés. Donc ne comptons pas trop dessus, comme on dit, mais gardons espoir pour le meilleur. Il est possible qu'il y ait une escalade pendant quelques jours et que les dirigeants actuels luttent pour obtenir les meilleures conditions lors des négociations de leur reddition. Dans le monde, la hausse des prix du pétrole va probablement se faire sentir. Mais dès que la guerre, la phase active, sera terminée, les prix redescendront. En fait, l'OPEP a convenu d'augmenter sa production, et l'Amérique produit déjà 14 millions de barils par jour. C'était 12, donc on a augmenté de combien de pourcents, n'est-ce pas ? On a augmenté de plus de UX de 12 à 13% et on continue d'augmenter la production. Du point de vue des élections, si d'ici novembre, lors de nos élections, la guerre continue encore, ce sera un énorme désavantage pour Trump et les républicains. Mais si d'ici la fin de l'été ou au tout début de l'automne, elle s'arrête et que le problème est résolu, ce sera un grand avantage pour les républicains et Trump. Eh bien, comme toujours, c'est le portefeuille qui décide de tout. Les gens votent avec leur portefeuille. On dit qu'ils votent avec leurs pieds, mais au final, d'où viennent les idées qui guident les pieds ? Du portefeuille. Espérons que, pour ainsi dire, le portefeuille sera d'abord un peu touché, puis que tout rentrera dans l'ordre, et que le peuple verra à quel point la direction que Donald Trump a donnée est meilleure que celle que, disons, les démocrates prétendent qu'il nous mène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci de m'avoir écouté. Et je vous demande de ne pas oublier la cloche. La cloche, c'est très important. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications à temps et tout ça. Mais en fait, c'est surtout pour que l'algorithme, sa sainteté, l'algorithme, disons, nous traite un peu mieux. Et qu'il montre nos vidéos à un plus grand nombre de personnes en dehors de notre cercle habituel de spectateurs. Encore une fois, merci, au revoir et à la prochaine.